intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Shakira, mon frère, ça fait pas 4 minutes. Soyons honnêtes. Votez à ta go. Salut à tous et bienvenue dans le nouveau numéro de Parlons Foot, le podcast, le 7e du nom. Pas de Thomas cette semaine, vous l'avez compris. Thomas qui prend du repos en plein mois de septembre. Thomas veut devenir fonctionnaire apparemment, on va encore se faire des amis. Par contre, les consultants habituels du mardi sont avec moi. On va débuter par Cédric. Salut Cédric. Salut Romain, salut Simon, salut à tous. Et donc, Cédric qui à chaque fois vend la mèche, le deuxième consultant aujourd'hui sera Simon. Salut Simon. Romain, salut Cédric. Et salut à tous, je crois que c'était la dernière phrase de Simon qui a été coupée. Le programme donc de ce 7e numéro de Parlons Foot, on va revenir sur le Paris Saint-Germain, 3e match nul de rang, on s'inquiète pour le PSG. Alors on va pas aller comme tout dans le sens de tous les médias et parler de crise du mois de novembre, en plus c'est con parce qu'on est qu'au mois de septembre, mais on va pas parler de crise au PSG, mais on va quand même se questionner sur les quelques troubles autour du club. Ensuite, nous parlerons de l'OM, l'OM qui va bien, 4e succès de rang pour l'OM, peut-être un 5e ce soir contre Reims. Alors on enregistre la rencontre juste avant le début du match. Et encore, Marcelo Bielsa qui continue à faire parler de lui dans la presse. Malgré tout ça, on a l'impression que tout va bien du côté de l'OM, dont l'homme fort, l'homme en forme depuis le début de saison, l'homme clé de Bielsa s'appelle André-Pierre Gignac, meilleur buteur du championnat. Et on parlera également des candidats à l'Europe, des candidats au podium, Lille, Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon, Monaco. Tour d'horizon de ces équipes après les 6 premières journées de championnat. Et on fera un gros zoom notamment sur Lille et Saint-Etienne, deux clubs qui ont également joué en Coupe d'Europe la semaine dernière, qui n'ont pas franchement bien représenté le football français en Coupe d'Europe et qui n'ont pas franchement convaincu non plus le week-end dernier. Il y aura le quiz en fin d'émission bien entendu, mais avant ça on débute par l'information de la semaine du consultant et honneur à Simon. Une bonne question, j'ai envie de placer un top peut-être. Parler d'un autre championnat, de la Bundesliga. Est-ce que vous savez qui est le leader actuel de la Liga ? Le leader c'est le club avec le fameux buteur de 80 mètres là, faut que je te retrouve le nom, mais c'est le club qui a fait parler de lui ce week-end, c'est Paderborn je crois, si je dis pas de Voilà, conneries. exactement, Paderborn, qui est un très promu de la Bundesliga, qui a d'ailleurs jamais vu la Coupe du Monde, et un super début avec Robin pour leur lancer, donc Simon, 3 matchs, 3 victoires. je me permets de te couper parce qu'on t'entend pas du tout, ça sature énormément donc on est en train de te perdre. On va essayer de remettre en place la connexion avec toi, on te retrouvera donc dans quelques petites minutes le temps que Cédric nous livre son information de la semaine. D'habitude c'était des tops et des flops. Hein. Bah, c'est sous forme de top ou flop, t'as le choix, c'est ça l'information de la semaine. Bah écoute, j'ai envie de mettre en valeur l'égalisation de Lampard contre Chelsea, qui m'a bien fait marrer. Donc pour resituer, Lampard, joueur historique de Chelsea, a quitté le club cet été. Alors je sais pas s'il s'entendait bien avec Mourinho d'ailleurs, je ne sais plus. Mais il signe aux États-Unis dans un club qui est affilié à Manchester City. Donc en attendant le début de la saison, il est prêté à City. Alors déjà à l'époque, ça faisait un peu jaser. Alors les gens disaient oui, mais il va pas jouer contre Chelsea. Finalement, dans un match qui est pas encore le match du titre, hein, puisque c'est que le début de la saison, même si Thomas aurait bien placé un débat, est-ce que Manchester City est lancé dans la course au titre? Bah là, C'est Manchester pas beau de se City moquer des absents. Manchester City est mené 1-0 et à 10 contre 11. Et finalement, parce qu'au final ce n'est pas français, et finalement c'est Lampard qui égalise sur un but à la Lampard en box-to-box, un milieu de terrain qui part de derrière. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le but, mais qui ont vu le match du Paris Saint-Germain, c'est en gros ce qu'a fait Cabaye, mais dedans, quoi. Donc un vrai milieu de terrain.
Donc ça se manque encore de Johan Cabaye au passage. Je te reconnais bien là, Cédric, mais ouais, c'est vrai que c'est étonnant. En plus, Frank Lampard qui avait déclaré qu'il ne jouerait pas pour un autre club de Première Ligue après Chelsea. Finalement, on sait qu'il signe à New York City, mais il est prêté à Manchester City, vu que le championnat de MLS n'a pas encore débuté. Et il rentre, il marque. C'est quand même un truc de folie. Hein. Ce qui est assez bizarre, c'est que ouais, de le retrouver sur le terrain, parce qu'on peut pas dire que City a absolument besoin de Lampard aussi. D'ailleurs, c'est bizarre que City se soit fait prêter Lampard. Je pense qu'ils ont un effectif qui n'a pas forcément besoin de Lampard, et le faire jouer contre Chelsea, je trouvais ça déjà bizarre au coup d'envoi, et bon, je pense que tout le monde s'attendait à un but de Lampard, mais pas dans ce scénario-là. Eh ben parfait Cédric, donc pour ton info de la semaine autour de Frank Lampard, buteur avec City contre Chelsea. Si on pensait dire ça il y a un an, et pourtant c'est réel aujourd'hui, comme quoi tout va très vite dans le football. Simon, est-ce qu'on t'a retrouvé avec une connexion adéquate? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend pour le moment, donc on va te laisser nous livrer ton information de la semaine, qui en plus était un top et qui concernait la Boulie. Voilà, je parlais de la Bundesliga, donc à propos de ce club de Paderborn, donc qui est un grand promu, hein, à qui on vend pas cher de la peau de ce club. Seulement Paderborn a le mérite de jouer. Ils ont fait venir pas mal de mecs de la réserve de Dortmund, avec des plus jeunes comme notamment l'attaquant Dux, qui est assez bon, un jeune très rapide, et franchement on se régale à voir cette équipe, parce que c'est pas un promu de la Ligue 1, vous voyez. Enfin, surtout après en Bundesliga, le terreau est peut-être favorable au jeu offensif, mais vraiment Paderborn, c'est un club qui attaque, quoi, qui a envie de jouer au ballon, qui a envie de créer des problèmes, et derrière, l'attaque paye, quoi. C'est peut-être une petite info, une petite indication à livrer du côté de notre propre championnat. Ouais, c'est un petit vent d'air frais sur la Bundesliga. Bon, on sait très bien que les choses vont rentrer dans l'ordre et que Munich va être champion à la fin. On sait comment ça fonctionne, mais voilà, c'est le promu qui fait parler de lui, qui est leader et qui profite un petit peu du début de championnat compliqué, moyen des deux grands favoris. On l'a dit, que ce soit Dortmund ou que ce soit le Bayern Munich. Munich est pour l'instant quatrième, égalité de points avec Paderborn, mais on attendait un meilleur début. Avec moins de matchs nuls, un petit peu à l'image du PSG dont on va parler dans quelques instants, et Dortmund qui est pour l'instant seulement 10e avec 6 points. On entame donc notre premier débat de cette émission. On va parler du Paris Saint-Germain qui a concédé dimanche contre Lyon son troisième match nul de rang, après le nul 1 partout contre Rennes le week-end dernier, et le match nul en Ligue des Champions mercredi contre l'Ajax 1 partout également. Paris qui interroge, Paris qui intrigue. On a vu la réaction, l'énervement de Zlatan mercredi après le match nul en Ligue des Champions. On a vu une équipe mieux dans le jeu dimanche contre Lyon, puis couler progressivement après l'heure de jeu. L'égalisation était presque devenue logique. On la sentait venir. C'est un Paris beaucoup moins souverain que l'année dernière. Cédric, concrètement, comment tu expliques ce début de saison demi-teinte du Paris Saint-Germain, là avec 3 matchs nuls de rang, Paris qui a 3 points du leader, qui n'a pas perdu certes, mais qui a des grosses difficultés à gagner. Alors on disait à domicile tout va bien, il restait sur 11 victoires en 10 matchs, un seul but encaissé. Et là, voilà, coup d'arrêt également à domicile, on remet en doute Laurent Blanc, on commence à reparler de Leonardo. Ibrahimovic a été fantomatique dimanche, bref, beaucoup d'inquiétudes autour du PSG. Beaucoup d'inquiétudes depuis le début de l'année 2014 au final. Parce que le PSG ne joue pas bien. Quoi qu'on en dise, alors Laurent Blanc dit l'an dernier le PSG a très bien joué dans le même système, etc. Ce qui est vrai. Pour allez, on va dire une quinzaine de matchs, peut-être la moitié de la saison. Après, il y a eu du moins bon et du bon, et il y a eu aussi du pitoyable en deuxième partie de saison. Alors on essayait de trouver des excuses par rapport à la Ligue des Champions, on voit que actuellement ce n'est pas vraiment le cas. Le fait que le Paris Saint-Germain soit moins bon physiquement fait que ça se voit d'autant plus. Avant, le PSG à la 60e, 70e minute écrasait l'adversaire physiquement. Maintenant c'est l'inverse. On a vu contre et surtout l'Ajax.
que physiquement ça coule. Alors on peut expliquer ça par la Coupe du Monde, c'est vrai, mais ce qu'on peut pas expliquer, c'est le fait que le PSG ne tue pas le match. Et ça, c'est lié en partie à Laurent Blanc, qui ne se remet pas en question apparemment. Parce que comme ça a fonctionné, ça fonctionnera toujours. On a vu ce que ça a donné à Bordeaux, hein. Ça a fonctionné une année, et il a continué jusqu'à se planter lamentablement. Malheureusement pour le PSG, le poste de sélectionneur de l'équipe de France ne va sûrement pas se libérer en fin de saison. Donc voilà, c'est un coach qui ne se remet pas en question, qui ne cherche pas de solution. Une équipe qui est un peu dans le dur physiquement et des adversaires qui ont pu aussi s'adapter au Paris Saint-Germain. Ça fait 1 an que le PSG joue de la même façon. Tu peux préparer aussi tes plans en fonction de l'adversaire, ce que semblent faire les équipes, sans avoir besoin de bétonner. Parce que quand tu es dans l'inconnu, les équipes bétonnaient, machin, le PSG, ça leur arrivait d'écraser ou de tomber contre un mur. Là maintenant, les équipes en face jouent au football, enfin minimum au football, ça dépend desquels, et ils essayent d'appuyer sur les faiblesses du PSG. Ce qu'a fait Lyon le week-end dernier, c'est le match parfait. Ça n'a pas bétonné, ils ont pas subi tant que ça au final, ils ont pas pris énormément d'occasions. Certes, ils auraient pu perdre, mais par rapport à des scores que Lyon avait pris l'an dernier, ça aurait été moins significatif. Et là, voilà, ils ont joué leur jeu, ils auraient même pu l'emporter. C'est dire à quel point le Paris Saint-Germain est dans le dur. Voilà, je pense que c'est un manque, peut-être un manque de recul, et de remise en question de certains joueurs et surtout de l'entraîneur. Simon, tu partages l'avis de Cédric autour de l'entêtement de Laurent Blanc, qu'on décrit vraiment comme une personne qui a du mal à se remettre en cause, qui accepte difficilement les critiques. On l'a vu passablement énervé lors des 2 dernières conférences de presse. C'était samedi, si je dis pas de bêtises, avant le match contre Lyon, où on lui a remis en cause sur son schéma. Il a dit le schéma convient à tous les joueurs, sauf quelques-uns, sauf un, où il visait clairement Edinson Cavani. Aujourd'hui, on l'a vu également réagir aux propos de Jérémy Ménez, on l'a vu réagir aux inquiétudes autour de son poste. Aujourd'hui, l'équipe a titré Laurent Blanc plus que jamais menacé. On annonce un retour également de Leonardo en tant que manager sportif, c'est-à-dire à la fois entraîneur et directeur sportif, ce qu'il était avant son départ l'été dernier. Est-ce que c'est Laurent Blanc qui pose problème au Paris Saint-Germain? Simon, est-ce qu'il a vraiment l'étoffe pour être l'entraîneur du PSG? Est-ce qu'il est taillé pour ce costume qui est très large malgré tout? Est-ce qu'il a vraiment les épaules, Laurent Blanc, pour soutenir autant de pression sans directeur sportif, avec un président très proche des joueurs et avec toute la pression inhérente au club du PSG? C'est difficile à dire parce que malgré tout, la saison dernière, c'est le PSG de Laurent Blanc qui a remporté le championnat et qui a fait un petit parcours en Ligue des Champions. Mais par contre, je rejoins l'avis de Cédric sur le fait que Laurent Blanc est une personne qui a vraiment du mal à se remettre en question, et l'élément qui revient à toutes ces conférences de presse, je trouve que Laurent Blanc a vraiment du mal à parler de football dans ses conférences de presse. C'est assez étrange à dire, mais finalement c'est un peu ça. Il a du mal à se remettre en question. Il répond par des phrases générales, quoi. Oui, 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 bah ça, c'est vrai que ça va pas. On a un problème d'efficacité. Bon, je remets pas en cause mon plan de jeu. Cavani est en difficulté, Ibra a fait un bon match, mais ça ira mieux, etc. On n'a pas l'impression qu'il a dans la tête une solution de repli. Il s'assoit sur sa disposition technique qui a marché l'année dernière. Le problème, c'est que derrière, on sent une certaine latitude, peut-être lassitude, pardon. Latitude, c'est autre chose. Une certaine lassitude de la part des joueurs. Peut-être que la Ligue 1 ne les fascine plus autant si ça les a déjà fascinés. Et puis on a un problème de physique aussi. Matuidi revient difficilement de sa Coupe du Monde, lui qui est le troisième poumon de cette équipe. À partir de là, quand on a des joueurs qui ont du mal à faire le repli défensif, que l'efficacité ne suit pas et que les attaquants ne sont pas en confiance, surtout quand Laurent Blanc s'entête
à conserver la même disposition, la même compo, forcément, les joueurs ont un petit déficit de concurrent. Je pense à Lucas qui en a quand même pas branlé beaucoup depuis 2 saisons, qui garde sa place. Je pense à Ibra qui montre d'ailleurs le mauvais match d'Ibra contre Lyon a bien montré que finalement l'équipe se reposait beaucoup sur lui. On attend un coup de magie d'Ibra et le problème c'est que quand ça vient pas, l'équipe doit ramer. Donc maintenant reste à voir avec sa blessure comment Laurent Blanc va pouvoir faire évoluer ça. Seulement voilà, comme on disait avant l'émission, ça va se résumer à un 4-3-3 légèrement renouvelé avec Cavani en pointe et autour Lavezzi et Lucas. Donc je pense il va y avoir un déclic à faire de la part de Laurent Blanc du PSG, de la part de Nasser aussi pour voir comment les choses vont évoluer. Et ça serait peut-être d'ailleurs un bien que le PSG continue ses mauvais résultats pour que Laurent Blanc soit vraiment sur la sellette, parce que je pense pas qu'il se sente réellement en danger actuellement. Maintenant, attendons de voir par la suite. Justement, Simon, tu as parlé d'un point qui est souvent mis en avant par les joueurs, par le staff du PSG, c'est la forme physique des joueurs et notamment plusieurs états de forme différents entre les joueurs qui ont fait la préparation, à l'image d'un Javier Pastore, ceux qui sont revenus en cours de préparation, qui ont terminé le mondial assez tôt. Il y a parmi eux Lucadine, qui on se rappelle avait repris l'entraînement avec 7 jours d'avance. Il y a les Brésiliens qui sont à moitié blessés, à l'image de Luis, de Thiago Silva, ou qui ont du mal à digérer la claque prise contre l'Allemagne en demi-finale. Il y a ceux qui sont rentrés un petit peu plus tard, à l'image d'Ezequiel Lavezzi, qui a mis longtemps à être titulaire. Est-ce que cette excuse fonctionne pour toi, Cédric? Est-ce que ça explique le début de saison délicat du PSG, comme on voit également le Bayern qui rame un petit peu en Bundesliga avec beaucoup de champions du monde? Ou est-ce que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt qui est mis en avant par le staff et les joueurs? Pour moi, le Bayern, faut aussi mettre la victoire, le titre le plus prestigieux qu'un joueur peut gagner. Pour la plupart au Bayern, ils ont aussi gagné la Ligue des Champions. Donc on est dans un cas assez particulier de joueurs aussi qui peuvent se dire de toute façon on a déjà tout gagné. Donc on a le temps de se lancer aussi dans la saison. Enfin voilà, c'est un autre un autre cas. Sinon on peut regarder Chelsea, on peut regarder le Barça, on peut regarder la Juve, voir la Roma. Voilà, il y a des équipes qui ont eu des internationaux et qui carburent en ce début de saison. Donc c'est un problème, je pense, du Paris Saint-Germain. Certes, il y a un problème physique, mais fallait le prévoir. Il y a des équipes qui arrivent à carburer. Je pense que c'est le jeu du PSG qui ne va pas avec la forme physique aussi des joueurs, mais ça tu le savais. Je veux dire, on peut pas faire les étonner en se disant ah oui bah Matuidi, mec, ça fait 300 matchs en 2 saisons, pas de vacances, enfin ou très peu. Bah, c'est sûr qu'il allait pas entamer la saison comme un malade. T'as Digne qui revient un peu plus tôt, mais c'est pareil, tu sens qu'un mec qui a pas eu de vraies coupures et une préparation normale, il va pas carburer comme un dingue. Mais t'en as qui ont eu des vraies préparations, comme Pastore qui se trouve sur le banc. Un autre cas, c'est Lucas qui a eu une vraie préparation, mais lui il devrait être sur le banc. Donc voilà, il y a la forme physique, il y a les choix aussi de l'entraîneur et le choix de la préparation. Comme on peut pas m'expliquer, enfin on peut pas me dire juste à cause de la Coupe du Monde que le PSG se fait égaliser par le Stade Rennais. Ça c'est pas possible. Tu peux pas te faire égaliser par Lyon au Parc des Princes, sachant Lyon tous les problèmes aussi physiques de cette équipe. Faut rappeler il y a même pas 2 semaines, on se demandait si les problèmes de Lyon c'était pas encore liés à la préparation physique, que c'était un carnage. Je crois qu'il y a Gonalon qui disait que c'était pas digne d'un grand club ou je sais plus quoi. Et pourtant Lyon a réussi à mieux finir le match que les Parisiens. Il y a- le physique c'est un facteur, mais c'est pas le seul.
Il y a un autre cas également qui pose question. Aujourd'hui au PSG, c'est le cas Zlatan Ibrahimovic. Le schéma tourne autour de lui. Laurent Blanc a organisé son équipe autour de lui. On le sait, on le sait très bien. Le 4-3-3, c'est le schéma pour Ibra. Ibra veut pas de changement de schéma. Il veut rester ce meneur de jeu libre, capable de décrocher au milieu de terrain, mais également d'être le pivot en attaque. Or, mercredi contre l'Ajax, il n'a pas été bon et c'est tout l'équilibre offensif et toute l'attractivité offensive du PSG qui en a souffert. Dimanche contre Lyon, c'est la même chose. Cavani, qui a débuté sur le côté droit, marque, était plutôt pas mal dans sa rencontre et c'est lui qui sort, non Ibra. Cédric, Simon, est-ce que Laurent Blanc doit s'entêter à faire de Zlatan son pilier, alors qu'on sait très bien que dans les matchs qui comptent, Ibrahimovic a tendance à couler? Est-ce qu'il faut organiser son schéma autour d'un seul et unique joueur, ou est-ce que Laurent Blanc doit pas prendre des risques et un petit peu comme l'avait fait à un moment donné Carlo Ancelotti, c'est-à-dire changer de schéma, quitte à mettre un petit peu moins dans la sécurité, un petit peu moins dans le confort Ibrahimovic, mais être moins dépendant de ce joueur qui peut être à la fois exceptionnel, mais qui peut également être l'un des éléments qui fait couler un collectif. Alors j'ai déjà apporté un élément de réponse dans ma précédente intervention, mais c'est vrai que dans l'absolu, il faudrait pouvoir changer de système et éviter cette Zlatan dépendance. Mais voilà, le problème c'est que il est devenu incontournable par rapport à tout ce qu'il a fait depuis 2 saisons. Là, c'est forcément l'élément à inclure dans le dispositif. Et justement, le problème de Laurent Blanc, c'est il apparaît pas comme quelqu'un qui a envie de changer de système, quoi. Il a envie de mourir avec son 4-3-3. Et derrière, ouais, c'est vrai que Ibra a le poste qui convient. Le dispositif du PSG s'articule vraiment autour de lui. On lui laisse beaucoup de liberté d'évolution sur le terrain, et c'est ce qui fait la force du PSG. Ils ont réussi à bien faire jouer Ibra pour qu'il soit aussi performant sur le terrain. Et maintenant, justement, je pense, moi, à la place de Laurent Blanc, sans Ibra, je changerais totalement de dispositif. J'évoluerais plus vers un 4-4-2, voire même un 3-5-2 ou un dispositif très offensif, avec une grosse attaque, un axe puissant. Avec, par exemple, je sais pas, Cavani Lavezzi, avec des ailes mobiles, avec peut-être Aurier qui peut monter d'un cran, ou même Digne et Lucas de l'autre côté. Mais après, le problème, c'est que je pense que Laurent Blanc n'a pas envie de prendre des risques. Il veut rester sur son dispositif, parce que s'il change, ça montrerait aussi qu'il n'est pas sûr de son schéma et que les avis, les critiques l'influencent. Donc je pense que il a sa fierté, il a absolument pas envie de changer son système, de changer sa philosophie. Parce que ouais, c'est le terme philosophie de jeu est quand même un terme hyper usité, alors finalement ça veut pas dire grand chose. Ah, c'est quoi la philosophie de jeu de Blanc? C'est d'avoir un ballon, de tourner en rond, d'être une équipe de hand? Voilà, c'est ça. C'est de s'inspirer du Barça de Guardiola, sauf C'est une que philosophie derrière, périmée. Hein. il manque Messi. Ouais, c'est totalement périmé. Maintenant, ça marche plus, ce système. On l'a vu avec le Bayern en Ligue des Champions l'année dernière, même si mais quand on a des équipes qui savent répondre présent sur le plan physique, surtout en Ligue 1, qui est un championnat assez physique, bon, au bout d'un moment, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, ça marche plus, quoi. Les équipes, ses adversaires commencent à connaître le PSG, et derrière ça commence à bloquer. Cédric, question de schéma au PSG, on en a déjà parlé, on le sait, mais ce schéma totalement organisé autour de Zlatan, ce 4-3-3 Zlatan, on peut l'appeler comme ça. Est-ce que c'est pas aussi un problème du côté du PSG de tout faire tourner autour d'un seul et même homme, qui, comme je le disais tout à l'heure, peut être à la fois brillant, mais peut aussi passer totalement à côté?
Et à côté, le souci, c'est quand Ibra est totalement à côté de son match, il n'y a pas les solutions pour que le PSG réagisse avec d'autres joueurs. Il n'y a pas d'autres créateurs. Il n'y a pas Javier Pastore titulaire. Il n'y a pas Cavani dans les meilleures dispositions. Voilà, on a l'impression que quand Ibra est grippé, c'est toute la machine parisienne qui est grippée. On l'avait vu également en fin de saison dernière, quand le Suédois avait été blessé. On voyait un PSG en grande souffrance. Et dès qu'Ibra revient, tout de suite, à lui tout seul, il reprend individuellement le jeu du PSG à son compte. Il est capable de faire des exploits, de gagner des matchs à lui tout seul. Mais le souci, c'est qu'on sait très bien que dans les grands matchs, ça ne suffit pas. Et on sait également que dans les grands matchs, Ibra passe à côté. La question est, est-ce que Laurent Blanc aura les coronets de changer de schéma et de s'opposer à Ibra? Mais je pense pas qu'il faille s'opposer à Ibra. Tu l'as dit, même quand il est pas là, c'est le même schéma. Si on prend le problème dans l'autre sens, est-ce que c'est pas Ibra qui permet au système de Blanc de devenir correct? Parce que c'est pas forcément Blanc qui l'a fait pour Ibrahimovic. Blanc, quand il arrive, il y a déjà un schéma de jeu qui est fait, le 4-4-2, où Ibrahimovic brille. Je veux dire, c'est pas comme s'il il avait relancé Ibra. Ibra fonctionnait déjà sous Ancelotti. Blanc arrive, il change un schéma. Alors, ce qui est assez drôle, puisque Blanc dernièrement a dit on ne change pas de schéma après un ou deux mauvais résultats. C'est exactement ce qu'il a fait au PSG avec le schéma d'Ancelotti. C'est contre Nantes la saison dernière, c'est ça, où il change entre les demi-temps, je crois, ou... Non, il change de schéma après le match nul contre Ajaccio et les 40 frappes détournées par Ochoa. Donc c'est dès le match contre Nantes, c'est au coup d'envoi Ouais. contre Nantes où il change le schéma directement, ouais, c'est ça. Ça démarre fort et après la suite avait été moins bien durant le match. Mais il change après quelques résultats moyens. C'est moins catastrophique enfin, catastrophique, moins mauvais que maintenant. Voilà, mais Ibrahimovic fonctionnait déjà. Moi, je pense que le problème, c'est pas de construire autour d'Ibrahimovic. Le mec, il a mis 83 buts et 29 passes décisives en 2 ans. Tu peux que compter sur lui. Le problème, c'est que t'as un énorme joueur comme Ibrahimovic, mais autour, t'as qui Cavani sur un côté, c'est pas top. Lucas, c'est... Lucas titulaire, c'est pas top. Bah, c'est du... Enfin, je aller aussi Meilleur loin, passeur mais parisien, je crois, pourtant, la saison dernière, Lucas. coup de pied arrêté surtout. Mais c'est très brouillon, quoi. C'est très très inconstant. Voilà, c'est pas au-dessus de beaucoup, enfin plus décisif que beaucoup de joueurs de Ligue 1 ou des jeunes joueurs de Ligue 1. Tu parlais de Menez tout à l'heure. Menez, niveau statistique, il en a parlé, mais c'est clair qu'il mange Lucas. Et statistiques dans le jeu, le nombre de passes décisives sont nettement supérieurs. Je sais plus combien il en a fait Menez au PSG, mais sa première saison, il est meilleur passeur déjà. Voilà, Lucas n'est pas décisif. Lavezzi, tu connais l'avis que j'ai sur ce joueur que j'apprécie en dehors des terrains, mais j'apprécie Avec ses soirées sont très sympas. Ah non, mais j'apprécie la bonne humeur du type, mais dans une grande équipe, pour moi, c'est un Ribéry du pauvre. Et au-delà de ça, c'est qu'il correspond pas du tout à l'idée de jeu. Dans Oui, l'idée c'est ça. de Carlo, quand Carlo joue un petit peu en contre, on se rappelle du PSG qui est en 4-4-2, c'est un PSG qui a moins le ballon que le PSG en 4-3-3 de Laurent Blanc. Là, il était une arme intéressante, en 9,5 pourquoi pas, mais en 4-3-3 sur un côté, dans une équipe qui a 70% de possession de balle, qui joue à tempo lent et à passe courte, il rentre totalement pas du tout dans le moule. Oui, c'est exactement ça. C'est que la tactique de Laurent Blanc ne convient pas à des joueurs comme Lucas, même comme Cavani, comme l'avait dit. Donc forcément, c'est Ibrahimovic qui sort du lot parce que c'est le seul qui s'est joué, pas dire dans les petits espaces. Il a perdu quand même pas mal de vivacité ces 4 dernières années. Il est quand même beaucoup plus lourd qu'avant. Mais c'est celui qui a peut-être plus de génie balle arrêtée que les autres, qui ont besoin d'être vraiment lancés. Donc c'est pour ça qu'Ibrahimovic
sort du jeu. On a l'impression que Blanc fait un système autour de lui, mais je pense pas que ça soit le cas. Si on voulait vraiment faire un système autour d'Ibrahimovic, c'est justement en le faisant jouer à son meilleur poste, c'est-à-dire, je pense, dans un rôle à la Bergkamp, en 9,5, avec vraiment en essayant de le rendre libre. Alors, certes, en Ligue des Champions, tu peux peut-être pas te permettre d'avoir un joueur aussi libre que lui dans un tel schéma, mais en Ligue 1, ça peut clairement faire l'affaire. Et je pense que c'est là le problème, c'est que Ibrahimovic ne joue pas à son meilleur poste. On dit que Ibrahimovic est libre, certes, mais soit Ancelotti il l'était, sauf que tu avais un attaquant de pointe pour jouer en profondeur. Là, contre l'Ajax, quand il décroche, Cavani ne piquait pas forcément. Lucas, de manière incompréhensible, restait sur son côté droit sur certaines phases de jeu, alors que le mec aime bien repiquer l'axe, mais apparemment il aime bien piquer dans l'axe qu'avec le ballon. Donc il y a des moments, sur certaines phases de jeu, le PSG n'a pas d'attaquant de pointe. Or, on sait que Ibrahimovic peut trouver, c'est un super passeur. Donc avec un attaquant de pointe, il y a eu la relation avec Menez, même avec Lavezzi, bon ça croquait, mais Ibra faisait des passes. Des passes lumineuses, même Gamero avait planté avait planté avec le PSG, avec Ibrahimovic sur le terrain, qui lui ouvrait des espaces, qui attirait l'attention sur lui. Là, les défenseurs, les milieux de terrain adverses, ils se concentrent sur Ibra. Il faut surtout après, c'est du travail. C'est justement là où je disais que les adversaires s'adaptaient au PSG. C'est que si Ibra décroche, c'est au numéro 6 d'aller le suivre. S'il reste dans la défense, bah, c'est au défenseur de bien le tenir. Bah, là, on a vu contre Lyon, ça a été le cas. Certes, Ibra n'était pas en forme, mais ça a bien marché. Je pense que Ibra n'est pas mis dans les meilleures conditions. Et le fait que tu n'aies pas d'autres joueurs pour prendre le relais, ce soit ça le vrai problème du PSG. On parlait du Barça. Au Barça, tu as Iniesta qui peut faire la différence. Tu as des ailiers qui sont d'un autre niveau des ailiers du PSG. Pedro, Neymar, c'est autre chose que Cavani sur un côté. Mounir Suarez maintenant aussi. Voilà, et je précise bien Cavani sur un côté. Hein. J'aime bien Cavani, mais dans l'axe, enfin, sa vraie position. C'est un 9 de toute manière. Pedro, il provoque, il dribble, il est décisif. Lucas n'est pas décisif et Cavani, c'est pas un ailier. Donc voilà, je pense que les problèmes sont là, c'est que le trio d'attaque n'est pas bon. Mais dernière question pour faire vite, parce qu'il faut qu'on passe au deuxième débat de l'émission ensuite. Je vais vous la poser à tous les deux, vous allez me répondre en 15 secondes, en rafale si possible. Simon, est-ce que tu crois à un changement au Paris Saint-Germain dans les semaines à venir? Est-ce que tu es optimiste pour la saison parisienne? Est-ce qu'ils vont être en mesure de faire mieux que l'an dernier, c'est-à-dire être champion? Pourquoi pas rallier le dernier carré en Ligue des Champions et gagner une Coupe nationale? Je les vois toujours gagner le championnat malgré tout et malgré leur effectif, enfin surtout grâce à leur effectif pléthorique. Après, justement, j'ai peur de la contre-performance en Ligue des Champions et il faut voir pour les coupes nationales parce que grâce à leur effectif, ils ont l'occasion de faire tourner, donc ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent réitérer leurs exploits au niveau national. Par contre, en Ligue des Champions, j'ai des doutes. Est-ce que ça va changer sur le plan du jeu, sur le plan du schéma? T'as pas répondu à la première question, Simon. Non, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, Du c'est tout. que Laurent Blanc va s'entêter. C'est triste. Non, c'est vraiment déprimant de ce côté-là. Bah, déprimant, on en parlera tout à l'heure avec René Girard du côté de Lille. Cédric, rapidement, la réponse aux deux mêmes questions, un petit peu de clairvoyance pour faire plaisir à Thomas. Pour moi, le cas de figure il est simple. Soit Laurent Blanc prend un coup de pression comme ça avait été le cas pour Ancelotti. Contre Nice, après le match contre Nice, c'est ça. Ce qui a permis au PSG de faire une très belle fin de saison. Donc soit c'est le cas, et Laurent Blanc trouve une solution. Donc là, c'est le meilleur des cas pour Laurent Blanc. C'est génial, le PSG finit champion. Soit il n'arrive pas à trouver de solution et il dégage. C'est aussi simple que ça. Si le PSG veut faire une bonne saison, faut que ça change. Alors soit le coup de pression doit fonctionner, soit son remplaçant doit être efficace, parce que Laurent Blanc ne changera pas de lui-même. Je ne pense pas. On pourra toujours nommer Claude Makélélé. Ah bah non, c'est plus possible. On en reparlera bien entendu du Paris Saint-Germain, du cas Laurent Blanc d'Ibra dans les semaines à venir, dans les prochains numéros.
de Parlons Foot, le podcast. On passe au deuxième débat, on va parler de l'ennemi intime du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire l'Olympique de Marseille. Marseille qui enchaîne, qui est leader du championnat avant le début de cette 7e journée et son déplacement du côté de Reims. Marseille qui en est sur 4 victoires de rang. On se rappelle qu'il y avait eu le match nul en entame contre Bastia et la défaite contre Montpellier au Vélodrome. Là, on commençait déjà à dire que Bielsa était un zboob. C'était l'état d'urgence du côté de l'OM et depuis, 4 victoires sont passées par là. Une dernière victoire contre Rennes 3-0 le week-end dernier. Marseille enchaîne. Est-ce que c'est les effets de la méthode Bielsa, la fameuse méthode Bielsa, l'effet Bielsa qui se font enfin ressentir, Cédric, sur le jeu de l'OM? Alors, on le dit direct, hein, tout n'est pas encore parfait du côté de Marseille, on est d'accord. Mais il y a en tout cas un état d'esprit, une volonté et une manière de jouer qui change. On voit une équipe qui presse haut, qui récupère le ballon rapidement, qui a un bloc qui joue haut, et on voit des joueurs progressivement se métamorphoser du côté de Marseille, dont 2 joueurs qui faisaient partie du clan des syndicalistes, c'est-à-dire Jérémy Morel et André-Pierre Gignac, qui sont peut-être les 2 meilleurs Marseillais depuis le début de la saison. Mandanda aussi, Qui après un début délicat, on se rappelle, contre Bastia et contre Montpellier, où il n'avait pas été génial, monte en puissance également. Ouais. Bah oui, non, mais après, tu as l'effet nouvel entraîneur qui apporte de nouvelles choses, le fait que ça soit un coach avec une certaine renommée. Donc Marseille, c'est pas mal en ce début de saison, c'est même plutôt bon. Maintenant, avec Marseille, c'est toujours sur la durée qu'on doit voir. Parce que l'an dernier, il faut pas oublier que Marseille, ou il y a 2 ans, non, c'est l'an dernier, Marseille fait un début de saison de malade. Et il y a 2 ans, hein, quand ils sont leaders avec 6 victoires en 6 matchs avec Eli Bob. C'est parce que les saisons avec Laurent Blanc m'ont l'air tellement longues. Bielsa, c'est pareil, il faut voir aussi sur la durée, parce qu'on sait que Bielsa, sur la durée, il y a certains petits problèmes. Donc, ça change, c'est pas mal. La mayonnaise a l'air de prendre. Je vais pas dire que c'est une équipe qui me fait plaisir à regarder jouer, puisque Marseille qui gagne, je vais être honnête, ça me fait pas forcément plaisir. Mais le match n'est pas. Les matchs sont plus intéressants. Ils sont pas toujours très beaux à voir. Le match contre Evian était quand même assez chiant. Mais comme tu dis, tu sens quelque chose derrière, ce qu'on ne voit pas dans pas mal d'équipes de Ligue 1. Aller dans les 3/4 pour être gentil, histoire de pas en les oublier. 4/5e. Oui, voilà. Sans parler du talent des joueurs, je parle vraiment au niveau du plan de jeu. Donc oui, tout à l'heure avec Lille. Marseille, c'est mal. Ce que je trouve dommage, et c'est ce que j'avais critiqué pour Bielsa, et c'est ce que Bielsa a l'air d'avoir critiqué vis-à-vis de la Brune, c'est que il manque, je pense, au niveau de l'effectif, quelques joueurs pour que l'OM fasse une très grande saison. Je pense qu'il y avait que 2-3 recrues supplémentaires bien ciblées et adaptées et voulues par Bielsa. Marseille aurait pu lutter, pourquoi pas pour le titre jusqu'au bout, alors en tout cas assurer plus facilement la 2e place. J'ai pas envie de m'enflammer, mais pour Marseille. Mais quand on voit la gueule des autres équipes, on se dit que Marseille est quand même bien un candidat quand même plus que crédible pour la 2e place et dès ce début de saison-là. Ça monte en puissance, alors que les autres équipes ne montent pas spécialement en puissance et Marseille n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc voilà, Bielsa a réussi à relancer des joueurs. Apparemment, ça a l'air de bien se passer entre les joueurs et le coach. Après, que tu aies des problèmes ailleurs, c'est pas gênant pour le sportif. Ça va être gênant à la fin de la saison, enfin, à l'intersaison. Mais sinon, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. On parle d'un Gignac retrouvé. Oubliez que Gignac, c'est quand même le joueur clé de l'OM depuis plusieurs années. Le plus régulier, en tout cas. Voilà, c'est juste que dans une équipe qui joue peut-être un peu plus au football, qui est plus portée vers l'avant, l'attaquant, tu le vois un peu plus. Mais Gignac a toujours été un joueur décisif pour Marseille. Après, il y a toujours la petite période, alors il me semble que c'est vers l'hiver où on entend des Gignac, bouge ton gros cul. Grosso modo, c'est ça, c'est au moment où Marseille commence à couler. Là aussi, il faut voir, il faut juste voir si Marseille va continuer à engranger des points ou à s'améliorer dans le jeu. Mais sinon, il n'y a rien d'alarmant du côté de Marseille et Bielsa a l'air d'être en tout cas un tacticien qui s'adapte à l'adversaire. Enfin, qui sait aussi s'adapter à l'adversaire, ce qui n'est pas forcément une preuve de faiblesse.
contrairement à ce que peuvent penser certains coachs ou certains observateurs. Simon, ton avis après 6 journées sur cet OM où la patte Bielsa se fait réellement ressentir désormais, est-ce que tu es plutôt séduit et convaincu par ce que tu vois? Séduit, oui. Oui, parce que on sent qu'il y a un vrai fond de jeu et que Bielsa a intérêt à instaurer une vraie méthode au sein de l'OM, malgré le fait qu'on ait des égos surdimensionnés à l'OM, justement. Le grand talent de Bielsa, c'est d'avoir su fédérer tout ce groupe et avoir donné de la confiance aux joueurs. Hein. Quand je vois des paillettes qui font pas des mauvais matchs, qui savent jouer le jeu, alterner passe longue, passe courte, des choses qu'on avait l'année dernière, qui est en pleine confiance. Quand je vois une boule qui a bien enchaîné, quoi. On était habitué à voir un grand Imbula sur un match et derrière un fantôme, et que là, avec la longévité, comment dire, avec la répétition de titularisation, Imbula montre que c'est un très bon joueur. Je pense que le point fort de la méthode Bielsa, c'est vraiment la préparation physique, quoi. Ils sont prêts sur le défi physique, on voit que ça va bien, ils répondent présents, ils sont disciplinés, et c'est ça, je pense, la grande force de cette OM version 2014. Après, derrière, le jeu, on a des bonnes individualités, hein. Il y a toujours eu de sacrés joueurs à l'OM malgré tout, seulement fallait pouvoir les faire jouer ensemble. Et justement, l'apport d'un mec comme Gignac, qui prend confiance et qui empile les buts, c'est que derrière, il apporte la confiance auprès de tout le monde. Comment dire, quand on a un Gignac en forme derrière, ça se passe forcément bien pour l'OM. On voit sur les 2 buts qu'il marque au Vélodrome face à Rennes, c'est vraiment la confiance totale. Surtout sur le deuxième but où il récupère un centre dévié, il est à l'entrée de la surface, il a plusieurs solutions qui s'offrent à lui. Le mec direct, il met une grosse frappe dans le petit filet. Ça fait mouche, deuxième but, quoi. C'est vraiment ça la grande différence. Il a vraiment Bielsa a vraiment réussi à mettre en confiance ses joueurs. Et après, derrière, faudra voir sur le long terme. Faut se préparer aux crises à venir, peut-être, parce qu'il y a toujours des crises à l'OM, mais Je me permets de te couper là, Simon. Je vais reprendre un petit peu. Voilà, merci Simon pour l'écho. Ce que vous venez de dire, Cédric et toi, et poser une question à partir de ça, qui est hors programme, qui n'était pas prévu. Mais là, je vous écoute depuis 5 minutes sur l'OM de Bielsa. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on a vu du côté de Monaco l'an dernier. Et moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire un type qui débarque comme ça, en 2 mois, il fait d'une équipe comme l'OM, qui ressemblait plus à rien, qui était en ruine l'an dernier, il en fait une équipe de foot, uniquement une équipe de foot, hein, parce que l'OM aujourd'hui, c'est pas une équipe qui nous fait rêver plus que ça, mais vous l'avez bien dit, c'est une équipe bien organisée, qui joue haut, qui est cohérente. C'est juste une équipe qui joue au foot. Et en Ligue 1, on n'est pas habitué à avoir une équipe cohérente à peu près partout, même si certains joueurs sont encore en dessous de leur meilleur niveau. On en parlera peut-être un petit peu après avec Ayou, avec Thauvin, avec Romao également, avec Imbula qui est pas encore au top, en tout cas ce qu'on attendait de lui, même si on sent qu'il y a du progrès, qu'il réfléchit un petit peu plus qu'auparavant. En même temps, c'était pas compliqué. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme le Monaco de l'an dernier. C'est anormal de voir l'OM qui, en 2 mois avec Bielsa, devient une équipe de foot qui est leader du championnat après 6 journées. De voir Marseille, de voir Monaco l'an dernier qui est un promu qui, en achetant 4-5 joueurs, termine deuxième du championnat et met des pilules à des équipes qui avaient des projets qui étaient construits depuis plusieurs saisons, parmi lesquels Lille, Saint-Etienne, Lyon, Marseille également, Bordeaux. Est-ce que, Cédric, le fait que pour l'instant le plan Bielsa fonctionne aussi bien après 6 journées, ça prouve pas également la faiblesse de notre championnat, quoi? Aujourd'hui, quelles sont les vraies équipes de foot dans notre championnat? J'ai du mal, hein, quand on voit Saint-Etienne qui se fait dominer par Karabag, un club azéri en Coupe d'Europe, quand on voit Guingamp qui prend une fessée contre la Fiorentina, bon,
c'est la Fiorentina, certes, mais il y avait un réel niveau d'écart entre les deux équipes. On aurait dit une équipe de Serie A contre une équipe de Serie B. Qu'est-ce qu'on doit dire également de Lyon qui s'est sortir par l'Opel Astra en barrage alors qu'Astra se prend une fessier lors du premier match en Ligue Europa? Est-ce que c'est pas inquiétant plus qu'autre chose de voir Bielsa s'en sortir aussi bien après 6 journées? Là aussi, il faut différencier deux choses. Que la Ligue 1, il y a un souci au niveau de certains coachs. Que de toute façon, la Ligue 1 au niveau européen, ça se voit. Je veux dire, si le coefficient baisse, il n'y a pas de. Il n'y a plus de hasard, effectivement. Voilà, il n'y a pas de Eden hasard. n'est C'est plus que quand Lyon se fait sortir par une équipe inconnue, quand Saint-Etienne galère et contre le 7e turc, enfin du dernier championnat turc, et célèbre ça comme une qualification pour la finale de la Ligue des Champions, tu sens qu'il y a un malaise. Ça, pour moi, c'est autre chose. Le fait que Bielsa marche à Marseille, c'est aussi le fait, certes, il apporte quelque chose de nouveau, mais tu as aussi comment dire, l'effet nouveau. C'est-à-dire, c'est quelque chose de neuf. Donc forcément, ça apporte un vent de fraîcheur, il y a un élan qui vient avec. Après, il faut voir si Marseille réussit sur la durée. Si Marseille, avec Bielsa, reste au top cette saison et confirme l'année d'après, là on va dire ouais, il y a un gros souci parce que le mec, en débarquant dans un club malade, il a réussi à le remonter tout de suite au top et à le garder en haut. Alors que les autres équipes, c'est aussi une érosion sur plusieurs années. Tu vois, Lille, c'est depuis le titre, petit à petit, ils ont faibli. Lyon, ça fait depuis 2008. Depuis Gérard est arrivé aussi du côté de Lille, ça va de mal en pis. Oui, Avec un coach comme ça, tu peux pas aller bien loin. Oui, non, mais ça commençait déjà à... La dernière saison de Garcia, ouais, on est d'accord. Donc après, c'est sûr que le coach derrière n'a pas relevé le truc. Il n'y a pas eu le nouveau souffle comme Bielsa à Marseille, là. Parce qu'on se contente de peu dans ces clubs-là. Mais je pense que le problème vient de là dans les clubs français, c'est que petit à petit, on s'est fait à la médiocrité. On accepte d'être le champion du championnat du pauvre. On accepte de se faire taper en Coupe d'Europe. Limite, tu vois, la Coupe d'Europe, c'est pas grave. La Ligue Europa encore moins. C'est quoi cette compétition de merde? De toute façon, c'est que les Russes et les Ukrainiens qui la jouent, donc c'est pas grave sinon on la joue pas. C'est pathétique. Regarde Monaco, le problème c'est cette saison, bon, il n'y a plus Ranieri, donc on peut pas juger ça. Après, c'est vrai que Ranieri avait fait monter le club de Ligue 2 en première div, mais le jeu n'était pas parfait. Mais malheureusement, on n'a pas pu voir cette confirmation en Ligue 1. Mais c'est ça, faut voir la confirmation. Mais c'est sûr que ces coachs-là apportent quelque chose de neuf. Même au Stade Rennais, on voit que Montagnier ne fait pas mieux qu'Antonetti. Je sais pas si c'est la formation française, je sais pas si c'est la Ligue 1 dans son ensemble qui fait que... La déformation française. Non, mais c'est peut-être aussi le type des équipes qui fait que c'est plus difficile pour certains coachs de s'exprimer, je ne sais pas. On va voir ça avec Bielsa. Pour l'instant, ça a l'air de prendre. C'est pour ça que Bielsa, c'est curieux, c'est que si lui, il y arrive, ça veut dire que, même si c'est pas forcément le plus grand coach du monde, hein, on va pas non plus tirer des plans sur la comète aussi, mais c'est un coach qui apporte une nouvelle vision, qui a inspiré des grands coachs. S'il arrive, il réussit tout de suite et qui confirme, ça voudrait dire que tout ce qu'on a dit sur... Enfin, beaucoup de choses, en tout cas, qu'on a dites sur la Ligue 1, s'avèrent, quoi. Ouais, ce serait pas finalement, ce serait pas foncièrement une bonne nouvelle de voir Bielsa réussir. Non pas qu'on est anti-OM, mais ça prouverait que tout ce qu'on dit de négatif sur la Ligue 1 depuis plusieurs mois, plusieurs saisons désormais sur cette antenne s'avère juste. Simon, un dernier mot sur l'OM, sans l'écho, si possible. Ah ouais, pardon, ouais, je sais même pas d'où il vient cet écho, mais comment dire? Il y a qu'à voir le traitement médiatique qu'il y a eu l'arrivée de Bielsa à Marseille, hein, tout de suite. C'est le débarquement de El Loco, un entraîneur un peu fantasque avec certaines idées, qui a eu de la réussite, mais on attend de voir à Marseille comment ça va se passer dans un club qui est lui-même un peu fort, comme on pourrait dire, sauf que derrière, voilà quoi, on voit un mec sérieux qui arrive, qui instaure une vraie discipline au sein de son équipe et qui à force de tenir tête à la critique,
D'ailleurs, tenir tête, c'est un grand mot. Ils s'en branlent totalement, mais comment dire, derrière, ça fait qu'on a, on a un OM très compétitif. Il y a rarement, ça depuis 5 ans, qui n'a pas été aussi compétitif que ça. Et voilà, c'est une sévère remise en question à mettre du côté du championnat de France, parce que, ok, en France, on n'a pas d'argent, mais on n'a pas non plus d'idées. Je suis désolé, quand on fait venir des retraités du poste entraîneur d'une équipe pro, putain, je pense à Montpellier qui fait revenir Corbis, quoi, des mecs comme ça, ou Lille qui est en pleine ascension, qui se rapproche de la Ligue des Champions et du podium sur le long terme, qui fait venir un mec comme René Girard, alors que derrière il y avait d'excellentes solutions, par exemple des entraîneurs en Bundesliga. Je pense par exemple à Lucien Favre de Mönchengladbach, mais il y a eu ces idées-là seulement. On a préféré prendre la solution de sûreté, l'entraîneur de ligue expérimenté qui a gagné un titre avec Montpellier, on sait pas trop comment, mais voilà quoi, c'est le malaise français. C'est comme Laurent Blanc au PSG, on a un entraîneur qui est respecté partout, seulement il a pas vraiment d'idée. Et c'est symptomatique de l'état du championnat français, de voir que Bielsa débarque avec ses idées et apparaît comme un révolutionnaire, alors que c'est juste le football qui fait venir en France, quoi. C'est juste le football. Mais Et un peu, c'est Simon, encourageant. je me permets de te couper parce qu'il nous reste encore un débat pour les 10 dernières minutes et ensuite le quiz, bien entendu. Bon, je retiens bien ce que vous avez dit durant ce quart d'heure consacré à l'OM. Bielsa pour l'instant plutôt séduisant. L'OM est l'un des principaux candidats au podium derrière le Paris Saint-Germain, si ce n'est le principal candidat au podium. Certains joueurs sont au top de leur forme, notamment André-Pierre Gignac qu'on n'a jamais vu autant affûté et autant en confiance, qui joue en plus dans une équipe où on est porté vers l'attaque, donc l'attaque en brille. Et il y a également d'autres joueurs, dont Jérémy Morel qui a été replacé, ça fonctionne bien. Mais attention, pour l'instant cette réussite de l'OM prouve qu'en Ligue 1, on peut débarquer avec un petit peu de compétences, un petit peu de savoir-faire et en 2 mois on est capable de créer une équipe qui joue le podium alors que d'autres clubs se battent depuis plusieurs saisons afin de soi-disant mettre en place un projet pour atteindre le podium. Je pense notamment à l'AS Saint-Etienne, mais ils sont incapables de le faire et sur la scène européenne ils sont ridicules. Et justement on va parler de ces clubs qui jouent le podium, qui sont également sur la scène européenne. On va parler de Lille, de Saint-Etienne, de Bordeaux, de Lyon, de Monaco. 5 équipes qu'on a choisies, 5 équipes qui aujourd'hui nous semblent être les favoris pour la course à l'Europe. Derrière Paris et Marseille, dont on vient de parler pendant 50 minutes. Alors Lille, bien entendu, c'est le 3e de l'an dernier, qualifié en Europa League cette année, qui a fait un partout pour son premier match d'Europa League. Saint-Etienne, 4e l'an dernier, actuellement sur le podium, qualifié également en Europa League, qui a fait 0-0 contre Karabag. Bordeaux, ça a été l'un des principaux acteurs de ce début de championnat, leader encore avant sa défaite contre Guingamp, avant de céder la place de leader à Lille le week-end dernier, donc à Marseille ce week-end. On va parler de Lyon également, qui connaît un début de championnat compliqué avec beaucoup de blessures. Lyon qui actuellement pointe au 12e rang avec 7 points, autant de points que le 17e. Il y a les Cagourcuve-Grenier, bien entendu, toujours blessés. On va parler de Monaco, donc le dauphin de l'an dernier. Monaco qui connaît un début de championnat compliqué, mais qui s'est également un petit peu rassuré ces dernières semaines, ces derniers jours, avec une victoire en Ligue des Champions contre le leader de la Bundesliga, enfin leader à ce moment-là, comme quoi tout va bien finalement en Ligue 1, hein. Le 17e est capable de battre le leader de la Boulie, tout va bien, et qui a battu donc Guingamp ce week-end 1-0. On va parler de ces équipes, on va débuter d'abord par Lille et Saint-Etienne, on l'a dit, qui ont vraiment pas convaincu sur la scène européenne la semaine dernière, 2 matchs nuls, des bons points selon certains. On va pas être dans l'écriture positive de la Ligue 1, on va pas être dans le triptyque de Beansport, bien au contraire. Nous on va parler de points honteux pris par Lille et Saint-Etienne, et 2 équipes qui ont joué dimanche. Lille c'était en début d'après-midi contre Montpellier, dans le stade des Pierres Mortes, du côté de Pierre-Mauroy, 0-0, un nouveau match sans ambiance, sans but et où on s'est fait chier. Et Saint-Etienne qui est venu gagner à Amiens contre Lens en fin d'après-midi à 17h grâce à un but de Fabien Lemoine, mais qui a mis une grosseur à entrer dans son match, qui n'a pas vraiment montré qu'il était un candidat sérieux au podium, en tout cas qui n'a pas montré une réelle différence de niveau sur le terrain durant la grosse partie de la rencontre. Cédric, Lille, Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon, Monaco, qui fait office de candidat le plus sérieux pour le podium? Est-ce que tu es vraiment convaincu par l'une de ces équipes? Grande question. Convaincu, non.
j'ai envie de te dire, par aucune de ces équipes. Bordeaux, parce que voilà, c'est un nouveau coach, il y a eu une petite hype, mais il y a aussi une volonté Volonté de bien jouer également, même si c'était contre qui déjà vendredi soir? Contre Evian. Guingamp. Contre Il y a Evian Guingamp vendredi. aussi, ça s'est pas très bien Ouais. passé. Contre Guingamp, la deuxième mi-temps est plutôt bonne. Au final, ils perdent 2-1. Contre Evian, le match est pas terrible. Ils s'imposent 2-1, mais le match est vraiment pas terrible. Bon voilà, les résultats vont peut-être être là, mais on sent que progressivement, c'est plus le Bordeaux de début de saison qui nous faisait un petit peu rêver. Quand on se dit, punaise, s'il y a une équipe comme ça en Ligue 1, plus Marseille, plus Paris, plus pourquoi pas un retour de Monaco, ça peut être pas mal. On s'était enflammé sur Bordeaux pour une raison simple, c'est parce que Bordeaux a cette volonté de vouloir changer les choses. C'est un peu aussi ce qui s'est passé avec le Stade Rennais et Montagnier. Quand Montagnier signe au Stade Rennais, on se dit ah, ils ont envie de changer les choses, ils ont envie de bien jouer. Manque de bol, Montagnier n'a rien de plus. On t'a perdu, Cédric. Montagnier. Montagnier n'a rien de plus que les autres coachs de Ligue 1. C'est vraiment le même profil. On pense déjà à bien défendre, on prend le point intéressant à l'extérieur. Enfin voilà, c'est ce genre de coach là, Montagnier finalement. Donc Bordeaux au moins a l'avantage de vouloir changer les choses. Proposer autre chose. Saint-Étienne, c'est la même chose chaque année, donc t'as envie de dire oui, ils sont pas loin, c'est un candidat. Comme chaque année, ils sont pas loin de faire quelque chose, mais il y a le petit truc en plus qui n'arrive jamais. Monaco, ils sont en galère complète, donc eux, on va peut-être attendre que ça se relève bien avant de penser autre chose. Sur l'effectif, il y a des joueurs de qualité, mais après, c'est un cadre particulier Monaco, comme on dit toujours. Donc Monaco, c'est un cas à part. Lyon, c'est une jeune génération. Ça peut que aller mieux, mais est-ce que ça va suffire sur toute une saison? Je ne sais pas. Et Lille, moi, l'effectif lillois, j'aime pas. Ciblons sur Lille, voilà un petit peu. Deuxième match nul à domicile comme ça en plein après-midi, c'était contre Metz le premier je crois, où c'était lors de la première journée, donc c'était en soirée où Lille avait été nul à chier, 0-0. Deuxième 0-0 à domicile en 3 réceptions. Soi-disant il y a eu des belles choses en première mi-temps. Ouais, ok, Ronny Lopez c'est pas mal, Frey l'attaquant suisse ça a l'air pas mal, mais à côté de ça, on parle des autres joueurs, on parle de la prestation livrée par Lille, on parle de la deuxième mi-temps ou on évite d'être trop sévère avec cette équipe? Mais comment on peut dire qu'une équipe a fait un bon match quand elle joue à domicile, elle a cadré que 2 frappes? C'est comme on parlait du Paris Saint-Germain, je crois qu'il a cadré 3 frappes. Tu joues à domicile, t'es favori, tu veux t'imposer, tu cadres que 2 frappes. Faut pas t'attendre à marquer 40 000 buts. Hein. Alors certes, ils ont frappé 13 fois au but, mais cadré que 2 fois. Je sais pas, moi ça me choque personnellement dans un match où tu cadres que 2 fois, mais à la fin on a fait un bon match parce que c'était un match tactique. C'était en face ils ont pas voulu perdre, ils ont bien défendu. C'est là ça m'a toujours fait marrer, c'est qu'en face ils ont bien défendu. Bah oui, abruti, c'est un but aussi, bien défendre, essayer de marquer. Sauf que bah faut que les équipes essayent de marquer, mais c'est normal qu'elles défendent bien. Et voilà, c'est ça, c'est le problème. C'est les équipes en face, à chaque fois, c'est ouais, mais en face, ils ont bien défendu. Voilà, deux tirs cadrés. En face, Montpellier, un tir cadré. Enfin, Girard contre Courbis, je m'attendais pas à beaucoup mieux. L'ambition quand même c'est que tu débutes avec Gay, Mavouba et de la place. Donc 3 numéro 6, c'est pas mal. Non, mais c'est à la limite, moi, le schéma, pourquoi pas? Après, ça dépend ce que tu montres sur le terrain. Tu peux même commencer avec 5 défenseurs si tu veux, mais tu peux jouer offensif avec 5 défenseurs. Tu peux te créer des occasions avec 5 défenseurs. Ce qu'a fait Courbis, hein. Il a débuté avec 5 défenseurs. La différence, c'est que quand tu mets des défenseurs ou des milieux défensifs, enfin 3 milieux défensifs pour blinder, ah oui, c'est sûr que c'est gênant. Si tu essayes de blinder un peu l'axe pour faire vraiment monter tes latéraux et qu'on voit tes latéraux monter et apporter offensivement et on voit que le choix tactique a été payant, pourquoi pas? Ça dépend comment ça se retranscrit sur le terrain. Mais là, Gérard et Courbis, de temps en temps, ça va te faire, enfin, Girard, un bon match, non. De temps en temps, Courbis, il va te faire un match, un bon match. Mais je sais pas, c'est pas le genre de jeu qui me plaît. Bon, on a taillé Lille. Simon,
Tu veux tailler Lille, tu veux les défendre, tu veux parler d'un autre candidat? On a parlé un petit peu de Bordeaux également, très peu de Saint-Étienne, dont j'ai vu le match dimanche. Bon, j'ai pas été totalement enthousiasmé par ce qu'a fait Saint-Étienne non plus. Débuté avec Diomandé, Lemoigne, voilà, j'étais pas, c'est sympa, mais Diomandé, ça me rappelle une sorte de Joshua Guilavogui du très très pauvre. Donc, sachant l'avis que j'avais de Guilavogui à l'époque, je suis pas forcément très emballé. Saint-Étienne qui a pas montré une vraie supériorité. Lille. Bon, je pense qu'on les a assez taillés pour l'hiver. Tu veux peut-être les défendre, toi, de ton côté. Il nous reste Bordeaux, Monaco, Lyon. De quelle équipe veux-tu parler? Alors, d'abord, avant de reparler de Lille, parce que j'aimerais bien tempérer certains propos. Quoi tempérer? Bah, parce que je les défends un petit peu quand même. Mais je voudrais, oui, il y a Bordeaux m'a plutôt bien plu et ça rejoint ce qu'on avait dit de l'OM de Bielsa, c'est que Sagnol apporte un petit vent de fraîcheur sur la Ligue 1, il vient avec des idées. Et derrière, dès qu'on a un petit peu de jeu offensif et une disposition et de vraies idées d'attaque et de jeu, bah forcément on a des résultats. Et après il faut voir parce que l'effectif bordelais semble assez trop faible, enfin trop pauvre pour pouvoir espérer performer sur le long terme, mais c'est assez séduisant à voir le jeu de Bordeaux. Après un petit bémol sur le match contre Evian où ils n'ont pas été très performants, mais apparemment Evian doit être une équipe vraiment difficile à jouer puisque tous les gros se cassent les dents dessus. Après Lyon, bah ouais, ils sont allés chercher un petit résultat à Paris, mais bon, on peut pas les voir évoluer sur le long terme, sachant qu'on sait pas quelle équipe on aura à la fin de Lyon. On sait qui on aura à l'infirmerie pendant toute l'année, mais c'est vrai que sur le terrain, il y a plus grand monde et va falloir encore faire venir des joueurs de la formation pour faire le nombre, plus que pour espérer gagner des matchs, quoi. Après, concernant Lille, bah, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a eu des périodes plus faciles pour les défendre. C'est vrai que le plan de jeu de Girard si on peut parler de plan de jeu, c'est vraiment à chier. C'est de la défense. Lille joue comme si il recevait à chaque fois un leader du championnat, quoi. Il se prépare à défendre et il bétonne au milieu et derrière faut espérer relancer vers des joueurs rapides en contre. Mais le problème c'est que Lille est une équipe qui est crainte et c'est logique, sachant qu'ils perdent, ils ont très peu perdu. Je sais pas combien de défaites ils ont eu pendant la saison dernière, mais c'est vraiment pas beaucoup. C'est peut-être un des plus faibles chiffres du championnat. Et le problème, c'est que Girard reste dans ses idées. Moi, ce qui me fait peur à Lille, c'est qu'il y ait peut-être une scission entre des joueurs qui ont envie de produire du football, tout simplement, et Girard qui veut mourir avec ses idées. Derrière, on a eu un peu de fraîcheur avec l'arrivée de joueurs, parce que finalement, l'effectif lillois est assez jeune, et ça, c'est une bonne chose, et on pourra jamais tomber dessus, mais l'apport de Ronny Lopez dans le jeu est assez énorme par rapport à son jeune âge. On sent qu'il a envie de prendre ses responsabilités. Il est mobile, il est rapide, il sait alterner jeu court, jeu long. Il n'y a aucun problème pour ça. Ce qui est difficile, c'est le milieu lillois qui est en peine totale. Mavouba est plus du tout dans ses matchs. On sent que ses transferts ratés à l'intersaison ont peut-être un peu pesé sur son moral, mais il est plus là et justement cette sentinelle qui faisait autant de bien à Lille n'est plus là. Donc maintenant faut essayer de recréer dans le jeu. Ça me dérange pas tant que ça la présence de 3-6 dans l'effectif, sachant que Gaillet de la Place sont assez mobiles et savent aller vers l'avant. Une bonne qualité de frappe et de bonnes choses. Le problème, c'est qu'on a Lille a plein d'atouts offensifs et il n'y a aucun moyen de les mettre en lumière.
Le match en Europa League contre Krasnodar était pas mauvais. Cette équipe russe m'a assez étonné parce qu'ils ont un bon niveau de jeu et ils sont venus avec de belles velléités offensives et derrière Lille a fait comme d'hab, a joué défensif et s'est encore cassé les doigts et était plus proche de perdre 3-0 que de gagner 2-1 ou de considérer un match nul. Donc voilà, maintenant faut changer quelque chose, faut que les joueurs peut-être ou même la direction entendent la colère des supporters lillois. Le problème c'est qu'ils sont difficiles à entendre dans ce stade insonorisé, mais voilà quoi, il y a quelque chose à faire de la part de la direction. Soit ils se contentent de ça et et Lille va finir dans le ventre mou du classement, soit les joueurs se mettent à prendre leurs responsabilités et montrent que Lille a de bonnes qualités offensives. Et à partir de là, on pourra commencer à espérer voir des résultats en Europa League. Mais là, voilà quoi. Je pense que Lille a pris l'un de ses seuls points en poule contre Krasnodar. Et j'ai peur que ça tourne à la correctionnelle face à Everton pour le match prochain. À noter que l'OM vient d'ouvrir le score au moment où on enregistre, donc 15-0 pour l'Olympique de Marseille. Et devinez qui est le buteur? Attends, c'est pas Gignac. compliqué, hein. André-Pierre Gignac, effectivement. C'est le sosie officiel de Dédé Gignac qui vient de répondre. C'était le début du quiz, merde. Ça comptait pas pour un point, t'inquiète pas. J'ai Bon. pas donné mon prénom de toute façon. Le point est pour Thomas. Qui en plus adore les Big Mac, on le sait. Juste un mot sur ces clubs-là, lequel vous semble favori pour accrocher le podium derrière les deux clubs qu'on a pratiquement installés sur le podium durant les 3/4 de cette émission, c'est-à-dire le PSG et Marseille. Si aujourd'hui on devait dégager un favori après 6 journées, alors on sait que c'est pas facile. 6 journées, ça représente quand même une belle partie de championnat de jouer maintenant. Quel serait votre favori? Je dirais Monaco. Par rapport à la qualité de l'effectif? Oui, je pense que Monaco va se relever et c'est l'équipe, je pense, qui est le plus à même d'assumer son statut et de dire nous on veut avoir certaines ambitions. Il y a quelque chose à digérer, mais je pense que c'est l'équipe qui peut mieux le faire. On a tellement été déçus par Saint-Étienne que notamment après Bordeaux outsider et Lyon sera une équipe qui va lutter jusqu'au bout, mais c'est plus en position d'outsider. Et peut-être que d'ici là, Ribot aura eu son passeport monégasque et qu'il investira l'hiver prochain dans 2 ou 3 joueurs pour venir renforcer l'AS Monaco. Simon, si tu me dis Lille, favori pour la 3e place, tu sors et tu reviens plus jamais dans l'émission. Je te le dis direct. Bon, je vais poser ma lettre de démission alors, parce que finalement, je vais dire à Lille par défaut. Mais t'es pas sérieux. Quand ils se feront éliminer d'Europa League, ils auront plus que le championnat Donc, à au mois de jouer. décembre. Avec l'effectif, avec le bon effectif qu'ils ont, parce que c'est un très bon effectif, je vois bien Lille gagner à la Girard, en espérant qu'il y ait une révolte de la part des joueurs ou de la direction. Bon, tu débutes le quiz avec 5 points au moins, donc ça t'apprendra. Non mais sérieusement, Lille, c'est bon, on a déjà eu le coup l'an dernier, ils vont pas nous la refaire cette année. Il y a des limites quand même, on a le droit d'avoir des clubs qui nous font un minimum honneur sur la scène européenne. Si Lille pouvait ne pas se qualifier pour la Coupe d'Europe, j'en serais le plus heureux des hommes. On va donc débuter le quiz après cette petite saillie à l'égard des Lillois. Alors, je rappelle bien entendu le fonctionnement. Vous donnez votre prénom avant de prendre la parole. Vous attendez que je vous donne la parole pour donner la réponse. Le quiz est barémé, c'est-à-dire qu'il y aura des points différents selon les questions. Mais je vais pas faire à la Thomas, c'est-à-dire mettre 10 points à la dernière question, ou comme le fait Fabien, mettre une dernière question où on tape au pif et la question, c'est la seule question qui vaut réellement dans le quiz. En réalité, ça va être un quiz équilibré. C'est un vrai quiz. C'est un vrai quiz, effectivement. On va donc débuter avec quelques déclarations de la semaine. Alors, une toute première déclaration pour vous mettre dans le bain. Elle est mignonne, elle est sympa. Cédric devrait trouver, à mon avis, qui a déclaré Verratti est petit et laid. Alors là... C'est tout frais, hein. C'est sorti en fin d'après-midi, donc c'est en conf de presse.
Je vous donne un indice. Je vous donne un indice. C'est le joueur de Ligue 1 qui a le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Le joueur de Ligue 1. Eh ouais. Simon. Lavezzi. Non. C'est dans la même veine. C'est le même genre de personnage. Cédric, une proposition? Aucune idée. Bon, je vous donne un deuxième indice. Il est réputé pour faire des blagues régulièrement dans le vestiaire. C'est un Parisien. Et c'est pas Papus Camara. Cédric Douchez. Non. Simon. David Louis. C'est David Luiz, effectivement. effectivement. Ouais. Cédric, apparemment, tu l'as pas encore mis dans l'effectif parisien. Hein. Parce que quand tu réfléchis, c'est tout à fait logique que ce soit David Luiz qui déclare ça. Si c'est pas Lavezzi, c'était Luiz. C'est assez logique. Un point. Donc pour Simon, deuxième question. Bon là, ça va être une question de rapidité. Mais vous attendez bien la fin de la question, de la formulation complète de la question pour donner votre prénom. Qui a déclaré donc, Lucas, ça fait 2 ans qu'il est là. Il a mis 3 buts, mais il a coûté plus de 40 millions. Et il est brésilien. Cédric. Menez. Jérémy Menez, effectivement, dans une interview parue aujourd'hui dans France Football, où Jérémy Menez tape sur le PSG, sur Laurent Blanc, sur Lucas. Il déclare également que j'ai été acheté 11 millions si on regarde sur le plan statistique. 8, pardon. En 2011, c'est ça. Si on regarde sur le plan statistique, je suis plutôt une bonne recrue, surtout quand on compare à Lucas. C'est là, voilà, il est parti à taper Lucas. Et Laurent Blanc lui a répondu en conférence de presse. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, il a dit que ça serait mieux qu'il s'intéresse au projet du Milan AC plutôt qu'à celui du PSG. Et qu'il lui souhaitait bonne chance. Un petit mot gentil de la part de Laurent Blanc. Un point partout. Troisième question, c'est toujours une déclaration. Qui a déclaré, si Bielsa n'avait pas aimé l'équipe, il aurait déjà quitté le club? Simon. Je dirais La Brune. Non. Cédric, le fils de Dreyfus. Ouais, effectivement, c'est Kirill Louis Dreyfus qui a déclaré ça. Toujours dans France Football aujourd'hui, une interview du fils Louis Dreyfus, âgé de 16 ans. Une interview assez intéressante. Hein. Si vous pouvez aller la lire, je vous conseille. On sent que le petit a envie de récupérer la présidence du club dans très peu de temps. En tout cas, il apprécie, il aime l'OM, et une interview qui devrait faire plaisir aux supporters marseillais, même si on se doute que les communicants, et notamment Vincent Labrune, étaient derrière tout ça pour organiser l'interview à un moment où on avait peut-être besoin d'un petit peu d'assainir la com de l'OM après les différentes sorties Bielsa et l'accrochage entre Bielsa et Vincent Labrune. 2 points pour Cédric, 1 point pour Simon. 4e question. Quelle est la particularité dans la première titularisation de Florent Malouda avec Metz ce week-end? Qu'est-ce qu'il a fêté, Florent Malouda? Au-delà de son retour en Ligue 1, bien entendu. Il y avait un terme très important dans la question. Pas de réponse? Je vous donne un indice. Il y a de la qualité. Hein. C'est ça. Il y en a combien suivi le week-end? Je vous donne un indice. C'est une stat. Et on en avait beaucoup parlé à propos de Michael Landreau la saison dernière. Alors, Cédric. Donc si c'est une stat, il est pas loin du record pour un joueur de champ d'apparition. C'est le nombre d'apparitions, mais c'est pas un record. C'est plutôt un chiffre important, un chiffre rond pour Florent Malouda en termes d'apparition. Simon, je peux pas faire plus précis. Sinon je donne un. Ouais, j'ai envie de te dire, je sais pas, son 300e match en Ligue 1. Non. Mais t'es dans la bonne veine. Bah, Cédric, 400. Non. Simon, 500. Non. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Bah Simon. 200. 200 effectivement. Oh putain. Est-ce que c'est la 200e apparition? Peut-être titularisation.
Effectivement, 200e titularisation pour Florent Malouda avec le SMS samedi soir, donc un retour qui lui a permis d'avoir une 200e titularisation. On rappelle toujours que Djibril Cissé était revenu à Bastia pour franchir la barre des 100 buts en Ligue 1. Bon, à mon avis, il faudra attendre. Et peut-être qu'il la franchira jamais. Mais en tout cas, lui, Florent Malouda a bien franchi la barre des 200 titularisations en Ligue 1. Et au total, je crois que c'est 234 matchs. Et on compte également les entrées en jeu. 2 points chacun après ces 4 premières questions. J'avais également une deuxième question SMS, mais vu que vous n'avez pas trouvé celle-ci, je vous la pose pas. Enfin, je vais vous la poser, mais elle compte pas, parce que vous n'avez pas trouvé. Quelle est la particularité de Falcon, l'attaquant du FC Metz? Mais vous la trouverez pas. Je vous laisse 5 secondes. Donc la réponse c'est tout simplement le premier joueur vénézuélien à venir jouer du côté de Metz. Et voilà, vous n'aurez pas trouvé. En tout cas, je vois que par rapport au SMS, vous connaissez bien le sujet. Ça sera un débat dans très peu de temps, à mon avis, afin que vous soyez un petit peu obligé de suivre le SMS, qui fait un très bon début de championnat et qui est une équipe également très intéressante à avoir joué. Il y a eu 2 matchs très agréables samedi soir. On avait le Toulouse-Caen et le Metz-Bastia également. À côté de ça, on avait le Lille-Montpellier dimanche après-midi pour nous réhabituer à la bonne Ligue 1. Alors, on va parler un petit peu de l'OM dans cette 5e question. La dernière fois que l'OM était leader après 6 journées, combien de buts avait inscrit son meilleur buteur? Et qui était ce meilleur buteur? Oh, ça, je l'ai lu en plus. Cédric? C'est pas si vieux en plus. Je dirais Cédric, 4. J'aurais dit Cissé, mais... Non, tu as cherché trop loin. Après 6 journées, la dernière fois que l'OM a été leader, combien avait mis de buts son meilleur buteur et qui était-il? Simon? Ça va être à toi de prendre ta chance. J'en ai aucune idée. J'ai envie de te dire 5. Et ça pourrait être Mamadou Niang. Non plus. Cédric, Loïc Rémy. Non. Vous le faites exprès, je crois. Simon, Gignac. André-Pierre Gignac, effectivement. C'était combien de buts? 4. Non. Cédric peut rejouer, les points seront divisés par 2. Mais en tout cas, je suis assez déçu, je suis sur le cul là. Ouais, je dirais 5. Non. Bah, Simon, 6. Non. Oh putain. Ah non, c'est inférieur, c'est bon. Bon, bah 3. Enfin, Bon, Simon, 3. Simon, tu prends les 2 points, effectivement. C'était J'ose André-Pierre pas Gignac. gagner, je suis comme Lille, j'ose pas gagner. C'était André-Pierre Gignac, c'était lors de la saison 2012-2013 où après 6 journées l'OM est également leader avec 18 points. On l'a dit tout à l'heure en plus par rapport à le début d'Eli Bop, c'est même Cédric qui en avait parlé. Et à ce moment-là, le meilleur buteur c'était Ibra qui avait déjà mis 7 buts en 6 journées. Et donc cette année, c'est Gignac qui en a mis 6 en 6 journées. Ça fait donc 4 points pour Simon, 2 points pour Cédric après ces 5 premières questions. Il reste encore 2 questions les gars et il reste encore précisément 5 points à prendre. Donc voilà, il y a encore possibilité de se refaire. Donc aujourd'hui, après 6 journées, Marseille, Bordeaux et Saint-Etienne sont co-leaders du championnat. Mais qui étaient les 3 premiers du championnat de France après 6 journées en 2007-2008? Simon, Tentez votre chance un petit peu. Simon. Bordeaux-Marseille. J'en demande 3. Ah, bah Bordeaux, Marseille, Lyon. Non. Dites-vous que si j'ai posé la question, c'est que c'est un petit peu surprenant. Dans le lot, il y a notamment 2 clubs qui ne sont plus en Ligue 1 aujourd'hui. Cédric. Cédric. J'allais dire Strasbourg, mais... Il y a Nancy. Nancy, c'est bon. J'aurais dit Lyon pour le deuxième. Donne un troisième. Auxerre. Non, il n'y en a qu'un seul de bon, c'est Nancy. Il en faut encore 2 autres. Un point pour Cédric, il reste Simon. encore 2 points en jeu. Simon. J'ai envie de tenter Grenoble. Non. Ah putain. C'était pas con. Mais je crois que c'est la saison d'après Grenoble est en Ligue 1, non? C'est pas 2008-2009 où ils sont en Ligue 1? Ça va tellement vite. Non, il me semble que c'est 2007-2008. Ils montent. Attends. Ah non, puisque leur première saison, non, c'est 2008-2009 et ils avaient été premiers du championnat la première journée, ils avaient fini 6ème peut-être. Mais d'accord.
Donc allez-y, tentez vos chances. Hein. Un club n'est plus en Ligue 1 aujourd'hui. Il y en a... Vas-y. Il y en a 2 encore à donner. Il y en a encore 2 à donner, effectivement. Dépêche-toi. Simon, Sochaux et Le Havre, je sais pas. Non. Il y a un club qui est toujours en Ligue 1 dans le lot. Il y en a un qui est plus en Ligue 1. Il y a un club qui est bien malade en Ligue 2 aujourd'hui. Simon, Auxerre. Non, déjà donné par Cédric. Ah merde. Putain, je sais pas du tout. Je vous donne le indice. C'est Cédric Valenciennes. Valenciennes, c'est bon. Ça fait 2 points pour Cédric. Qui était mal en Ligue 2. Et le 3e, Lille. Non, il en reste un, c'est un historique et on en a parlé durant l'émission. Simon, Saint-Étienne. Non. Un historique. C'est un club qui compte dans le football français. Enfin, français. Ah, Cédric. Monaco. Bien joué, Cédric, c'est Monaco, effectivement. Vous avez pas fait une saison de merde, Monaco, cette année-là? Nancy, Monaco et Valenciennes, qui étaient les 3 premiers après 6 journées. Comme quoi, tout est possible lors de la saison 2007-2008. Et je vais vous rappeler le classement à la fin de la saison 2007-2008 pour ceux que ça intéresse. Donc, cette année-là, Lyon est champion avec 79 points. Bordeaux termine 2e avec 75 points. C'est l'année de Ricardo à Bordeaux. Marseille est 3e avec 62 points. Et donc, Nancy avait terminé la saison à la 4e place avec 60 points. C'est l'année avec Puy-Grenier et toute la clique. Monaco avait pour sa part déçu et terminé donc 12e. Bien joué Cédric. Et Valenciennes avait terminé juste derrière, 13e avec 45 points. Voilà, il y a 3 clubs qui étaient descendus cette année-là. Bon, Cédric s'en rappelle d'un. Bah, toi aussi. Moi aussi, effectivement. Le Racing Club de Lens. Ensuite, le Racing Club de Strasbourg. Et le FC Metz était descendu cette année-là. Ça fait donc 5 points pour Cédric, 4 points pour Simon. Tu veux battre la durée du quiz là? Non, on a terminé le quiz désormais. Et c'est donc Cédric qui l'a emporté. Pourtant, le quiz n'était pas compliqué, hein, contrairement au quiz de Thomas qui vous demande le champion de France de Ligue 2 en 1936 ou le meilleur buteur du championnat de France de National en 14. Tu m'as dit on va parler du PSG, j'ai regardé tous les matchs de D1 de handball, j'étais calé, mais malheureusement c'était pas là-dessus. Tu veux qu'on parle de Gardan ou ça va aller? Ils pas fictif à Paris, ça continue. Hein. Ils vont peut-être échanger des postes avec Laurent Blanc et peut-être entraîner le foot et Blanc va peut-être aller au handball. Hein. C'est peut-être ce que veut Laurent Blanc au final. Hein. Ça lui correspondrait bien en tout cas. Là, il pourrait mettre sa philosophie de jeu en place sans être emmerdé. Bon, par contre, il n'y aura pas Ibra, mais il y aura Hansen. Donc, il pourra mettre son schéma autour d'Hansen. Ça marche aussi. Cédric, Simon, merci pour ce podcast du Parlons Foot, le 7e du nom. C'était un plaisir de remplacer Thomas. Merci à toi. On va te remercier et merci pour ton quiz. Parce que au moins avec celui de Thomas, on passe pas pour des cons, parce que c'est le quiz qui est ridicule. Et là, on passe vraiment pour des cons, donc c'est cool. En plus, je vous demande avant le début de l'émission, vous voulez le thème du quiz, hein, comme ça vous permet de réviser. Non, t'inquiète, c'est bon. La prochaine fois, je pense qu'il faudra prendre les thèmes du quiz pour réviser quand même avant, ou passer moins pour des cons. Merci, on vous retrouve donc lundi prochain pour un nouveau numéro de Parlons Foot, ça sera le 9e du nom. Moi, vous me retrouverez samedi avec Thomas, avec Joe également pour débriefer la 7e journée de Ligue 1 qui a lieu en ce moment même. Et on le rappelle, l'OM qui mène à l'instant toujours 2-0 grâce à un doublé d'André-Pierre Gignac face à Reims. On débriefera cette rencontre donc samedi avec Joe, avec Thomas qui sera de retour à l'animation et tous les autres matchs de cette 7e journée. Le podcast à retrouver bien entendu sur le site parlons-foot.com comme tous les autres numéros. Et n'oubliez pas de visiter tous les autres sites, Parlons Rugby, Parlons Tennis, Parlons Basket et également la chronique du vélo et son podcast Parlons Vélo qui a lieu également chaque semaine et qui a retrouvé animé par l'excellentissime Fabien. On se retrouve samedi pour ceux qui veulent débriefer la 7e journée avec moi-même, avec Joe et avec Thomas. Et ceux qui préfèrent uniquement écouter Cédric et Simon, c'est votre droit également. Rendez-vous lundi prochain pour le débrief de la 8e journée de Ligue 1 et où on parlera également un tout petit peu de Ligue des Champions et d'Europa League vu qu'on sera en semaine européenne. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Robin is there! Iron Robin! A surely wonderful Bayern Munich! C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Shakira!